Alors, donc, dans ce cours de niveau confirmé, hein, on n'est plus sur le cours de niveau avancé, on est vraiment dans un cours de niveau confirmé. Donc, on va apprendre à se servir de Time Machine. On verra ce que c'est que Time Machine. C'est un système de sauvegarde assez efficace directement intégré dans macOS. Les notifications, on créera un nouveau compte. On verra qu'on peut prêter son ordinateur en toute sécurité. On essaiera d'installer et puis de désinstaller un logiciel. On apprendra que même sous Mac, il faut faire un petit peu de nettoyage système, un petit peu nettoyer sur Mac, et on verra ce que c'est. On se baladera dans les préférences système, l'équivalent du panneau de configuration. Alors, on va commencer par Time Machine. Alors, Time Machine, qu'est-ce que c'est? Time Machine, c'est un logiciel qui se trouve dans. Alors, quand vous cliquez sur Application, vous l'avez ici. Vous cliquez sur Time Machine. Alors, quand vous lancez Time Machine, ça, c'est pas le visu que vous aurez lorsque vous le lancerez la première fois. Donc, quand vous l'aurez utilisé, ce sera cette vue que vous aurez. Donc, pour apprendre à le paramétrer, vous avez ici, là, dans la barre des titres, pardon, vous cliquez sur Ouvrir les préférences de Time Machine. Et là, Time Machine, voilà comment il se présente. Donc là, Time Machine, pour que ça fonctionne, il faut brancher un disque dur USB dans l'ordinateur. C'est-à-dire que, imaginons qu'on vous vole votre ordinateur, que votre ordinateur tombe, qu'il plante, qu'il ne marche plus, ce qui est assez rare sous Mac, mais on peut imaginer. Et bien, si vous avez utilisé Time Machine, vous avez fait une sauvegarde de votre ordinateur sur un disque dur externe, ben, vous aurez sauvé votre ordinateur. Donc là, vous ne le voyez pas, mais moi, je vais brancher mon disque dur. Hop. Voilà. Donc, voilà. Vous le voyez ici, là. Donc, lorsque moi je l'ai déjà fait, mais pour vous, si c'est la première fois que vous le faites, une fois que vous l'aurez branché, vous cliquez sur choisir un disque. Et donc là, vous êtes en train de configurer Time Machine et vous lui dites sur quel disque vous voulez sauvegarder votre ordinateur. Donc moi, forcément, vu que je l'ai déjà fait, bah moi, il me propose de le supprimer, forcément. Mais si c'était pour la première fois, ici, il y aurait marqué choisir ce disque. Donc vous cochez votre disque dur externe. Il faut qu'il serve que à ça, hein. On peut le partitionner, mais bon, bref, hein, vous achetez un disque dur à une quarantaine d'euros et vous vous en servez comme sauvegarde. Vous cliquez sur choisir ce disque. Et maintenant, ça y est, vous avez lié Time Machine avec un disque dur externe. Donc maintenant, il suffit quand vous cliquez ici, là, vous aurez juste à cliquer sur sauvegarder. Voilà, je vais cliquer sur sauvegarder maintenant. Et là, l'intégralité de mon système va être mis pardon, sur mon disque dur externe. Ben, l'avantage, c'est que si par exemple vous changez d'ordinateur, vous, vous faites voler votre ordinateur et que vous avez conservé votre disque dur externe, vous rachetez un Mac et puis bah, c'est génial parce que que vous achetez un iMac, un Mac mini, un MacBook Pro, bah, vous pourrez le restaurer avec votre sauvegarde de disque dur externe, enfin de Time Machine. Ça a une autre fonction, je vous la montre une fois. Quand vous cliquez sur Entrer dans Time Machine, vous pouvez revenir à l'état de votre ordinateur. Donc par exemple aujourd'hui, moi, bah, la dernière fois que j'ai fait une sauvegarde Time Machine, c'était le 22 janvier. On peut imaginer, si vous laissez tout le temps brancher votre disque dur externe Time Machine, il fait des sauvegardes pratiquement toutes les heures, toutes les 3 heures. Il faut regarder dans les préférences. Et donc, si vous perdez un fichier, bah, vous pouvez retrouver ce fichier bah, en clic. Là, par exemple, vous voyez, je veux retrouver au 9 janvier, je clique dessus. Voilà, je mets sur Restaurer. Je cliquerai sur Restaurer et l'ordinateur serait capable de me ramener ce fichier-là, enfin mon ordinateur à l'état du 9 janvier. Pour sauvegarder les fichiers, c'est pas du tout de cette façon qu'il faut faire. Il faut installer un logiciel qui s'appelle Drive de Google ou Dropbox et il faut sauvegarder ces documents dans ce qu'on appelle le cloud. Mais Time Machine le fait aussi, mais bon, c'est pas. Je trouve que ça a pas de sens dans le sens où c'est trop contraignant d'avoir un disque dur externe. Il vaut mieux le mettre dans le cloud parce que le disque dur externe, on peut le casser, on peut le perdre, alors que le cloud, a priori, on peut pas le perdre. Donc, vous cliquez sur Time Machine comme je vous l'ai dit et puis vous mettez sauvegarder. Vous avez une sauvegarde de votre ordinateur. Vous le faites une fois par mois, une fois toutes les semaines. Plutôt une fois toutes les semaines quand même parce que ça peut être un mois de travail, ça peut faire beaucoup. Et puis si un jour vous avez un problème avec votre ordinateur, vous pourrez le restaurer. Alors comment on restaure avec Time Machine? Imaginons que votre ordinateur plante. Dès que vous démarrez votre ordinateur, vous appelez sur la touche commande R. Et à partir de là, vous allez avoir un petit menu
Donc je fais pas de vidéo sur ça, mais vous allez avoir un petit menu qui va vous permettre de restaurer votre ordinateur avec votre sauvegarde Time Machine. Commande R au démarrage de Mac. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Time Machine. Ensuite, les notifications. Alors, les notifications, donc ça c'est pour les gens qui ont Yosemite. Je crois aussi que c'était sur la version précédente. Ici, vous avez un petit bouton qui vous dit la date. Il vous affiche le calendrier, la bourse, la météo. En fin de compte, c'est pour ceux qui ont des smartphones, bah, c'est la version des notifications smartphone intégrée dans Mac, quoi. Alors, si vous utilisez le calendrier de Mac, et ben, pardon, les notifications sont reportées ici du calendrier. Moi, je fais rien aujourd'hui, donc forcément, il n'y a rien spécifié. Mais si mon calendrier avait des événements, ça serait ici. La météo et aussi la boîte mail. Voilà, si j'utilisais le logiciel mail pour gérer mes mails, ils apparaîtraient dans la notification. J'en reviendrai plus tard, je vous déconseille fortement d'utiliser le logiciel mail, c'est-à-dire tous les logiciels de gestion de mail. Je vous déconseille de les utiliser puisque aujourd'hui la mode c'est le cloud, donc ça fait des années que tout le monde utilise le cloud, c'est-à-dire un ordinateur à distance pour pouvoir consulter ses mails. Donc du coup c'est une très mauvaise idée de rapatrier ses mails en local, hein. Donc je vous déconseille d'utiliser le logiciel mail. Donc voilà ce que c'est que les notifications. Euh, Elles existent, donc on en parle. Alors créer un nouveau compte utilisateur. Donc quand vous démarrez, enfin lorsque vous démarrez votre ordinateur, si vous l'avez acheté à un moment donné, vous a demandé un nom. Et c'est ce qu'on appelle le nom de session. Il apparaît ici. Moi, mon nom de session, c'est Check M267. J'ai plusieurs comptes. J'ai Ami, Ami2, Naïl, Toto, etc. Donc, si je voudrais créer une session pour un ami qui s'appellerait Jean. Donc, comment je vais faire? C'est-à-dire que ça serait Jean, c'est mon ami, il vient chez moi, il me dit est-ce que tu peux me prêter ton ordinateur? J'ai besoin de checker mes mails, etc. Moi, je ne veux pas pouvoir lui prêter mon ordinateur dans le sens où il pourrait le dégrader ou supprimer mes données, mais je veux quand même lui prêter dans un espace sécurisé. Donc, il suffit d'aller dans Préférences système. Vous cliquez sur il est où? Utilisateur et groupe. Bien sûr, vous cliquez sur le cadenas. Il faut rentrer le mot de passe pour pouvoir créer un nouvel utilisateur. Vous cliquez sur plus. Il vous demande est-ce que c'est un compte standard ou un compte administrateur. Standard, il peut rien faire de grave dans l'ordinateur. Administrateur, c'est quelqu'un qui peut supprimer des utilisateurs, qui peut désinstaller des logiciels. Donc, il faut faire attention si c'est administrateur ou standard. On va l'appeler Jean. Voilà. Et on va lui mettre. Alors, vous mettez utiliser un mot de passe. Voilà. Vous mettez Jean. Je pense qu'il va le prendre. Et mot de passe Jean. Voilà. Créer un utilisateur. Et donc là, maintenant, c'est bon. Jean est créé. Si je clique ici, eh ben, je vais pouvoir basculer en cliquant sur Jean sur une nouvelle session. Il va devoir s'authentifier. Il va arriver sur un bureau tout neuf, un espace de travail tout neuf. Il n'a absolument pas accès à mes données, il n'a absolument pas accès à la personnalisation de mon bureau. Voilà. Voilà comment on crée un utilisateur sous Mac. Très simple. Et si on veut le supprimer, moi, par exemple, si je veux supprimer celui-là, je clique là-dessus et supprimer. Pardon, supprimer l'utilisateur. Alors, désinstaller un logiciel. Donc, pour installer un logiciel, vous avez un outil qui s'appelle Apple Store. Encore une fois, c'est comme mail, je vous le déconseille, mais bon, je vais quand même en parler. Alors, l'Apple Store, c'est le magasin qu'Apple utilise pour distribuer ses applications. Alors, c'est des applications qui ont la certification Apple. L'énorme inconvénient, c'est que existe toute la partie développement des logiciels libres. Je pense à VLC, LibreOffice, enfin tous les logiciels qui ont d'excellente qualité, qui sont gratuits, qu'on appelle les logiciels libres. Ben, forcément, ils ne sont pas distribués sur l'Apple Store puisque c'est une vente de logiciels. Donc voilà, vous avez quand même certains logiciels. Il y en a aussi des gratuits, hein, il n'y a pas que des payants. Il faut que vous rentiez un compte. En général, c'est le compte que vous avez mis à l'installation. Une fois que vous cliquez dessus, vous mettez acheter l'application et là, il va vous demander votre identifiant et l'application arrive automatiquement. Donc, elle arrivera dans le répertoire application ou dans le Launchpad. Ici, vous aurez le logiciel. Voilà, je vous l'ai montré une fois, mais c'est pas du tout ce que je vous conseille pour installer un logiciel. Alors, si on va installer un logiciel, on fait, pour ceux qui viennent du monde Windows, ils vont comprendre. On va sur Internet et on va taper le nom du logiciel et on va le chercher avec Google. Donc, par exemple, il y a un excellent logiciel qui s'appelle VLC, voilà, qui permet de lire absolument tous les DVD, toutes les vidéos, etc. Donc c'est un super logiciel c'est la référence mondiale pour lire des fichiers vidéo sur un ordinateur. Donc
vous cliquez sur VLC dans Google, hop, vous avez le lien pour télécharger et le logiciel va se télécharger. Vous allez télécharger le fichier d'installation. J'espère que ça va aller assez vite. Je pense que la connexion est pas trop mal. Bon, on en a pour 2-3 minutes. Donc pendant que le téléchargement se fait, on va passer au point suivant. Donc préférence système. Alors préférence système, c'est dans Pomme, préférence système. Pour les gens qui viennent de Windows, c'est l'équivalent du panneau de configuration. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans préférence système? On trouve, en général, on trouve la possibilité de personnaliser l'apparence de son ordinateur. Donc si je veux du bleu, vous voyez, dans tout ce qui est les puces, je peux mettre du bleu. Les tailles de l'icône latérale, je peux les mettre en moyen. Ça me mettra dans la barre latérale ici, là dans le Finder, vous voyez, ça va mettre des icônes de taille moyenne. Si je les veux en petit, hop, vous voyez, ils vont passer en petit. Voilà. Afficher les barres de défilement, bref, je vous laisse vous balader ici. Ici, c'est vraiment tout ce qui est plutôt lié à l'apparence. Voilà, ce qu'on appelle en général. Bureau et économiseur d'écran, vous le connaissez, hein, pour ceux qui ont fait la vidéo changer le fond d'écran, les premières vidéos. Bon, là, c'est ici qu'on. Soit on fait clic droit, enfin, commande, pardon, clic. Pardon, contrôle-clic, excusez-moi. Contrôle-clic, la touche contrôle-clic. Le clic droit sous Mac, c'est contrôle-clic. Hein. Donc là, vous avez une touche qui s'appelle contrôle. Vous faites contrôle-clic. Modifier le fond d'écran, ce n'est qu'un raccourci vers bureau, etc. Économiseur d'écran, j'en avais déjà aussi parlé, c'est l'animation qui va se lancer lorsque lorsque l'ordinateur va passer en veille. Vous pouvez choisir passer en veille après la durée de la mise en veille. Tiens, 1 minute, ça faisait pas beaucoup, on va plutôt mettre 5 minutes. Vous pouvez mettre l'heure aussi, ça vous aurez l'heure pendant la mise en veille. Là, vous avez des photos de National Geographic, etc. Bon, c'est de l'affichage, hein, rien de très. Le dock, vous pouvez choisir la taille du dock. Le dock, c'est ça. Hein. Donc là, si vous le voulez un petit peu plus grand, ou un petit peu plus petit, ouais, moi je vais le mettre, voilà. L'agrandissement, alors vous voyez, c'est quand on amène la souris. Si je le veux, si je veux un petit agrandissement, j'aurai rien du tout. Si je le mets au minimum, si je veux un grand agrandissement, vous voyez, j'aurai un grand agrandissement. Position, je le veux en bas. Hein, je vois pas ailleurs l'effet. L'effet, c'est une espèce d'effet génie. On peut mettre effet échelle. Ça fait, je sais plus ce que c'est. Pas une grosse différence. Hein. Voilà. Placer le dock en double clic dans la barre de fer. Et voilà. Je vous laisse lire. On peut aller encore plus loin dans la personnalisation. Mission contrôle, c'est ça. Mission contrôle, rappelez-vous. Ranger automatiquement. Voilà. Je vous laisse vous balader. On peut aussi paramétrer un minimum ça. Mais bon, les paramétrages par défaut suffisent. Langue et région, si vous voulez changer de langue, si vous voulez vous mettre à l'espagnol, vous n'avez qu'à mettre votre Mac en espagnol. C'est là-dedans que ça se passe. Sécurité et confidence, c'est ici qu'on va pouvoir parler un petit peu de sécurité. Alors qu'est-ce que... On peut pas faire enfin si, on peut exiger un mot de passe, c'est-à-dire que lorsque l'ordinateur passe en veille, au bout d'un quart d'heure, il va vous demander un mot de passe. Alors au début j'avais mis immédiatement, mais c'est vrai que c'est assez lourd à gérer. Donc vaut mieux mettre un petit laps de temps. Alors, vous voyez ici, la autoriser les applications téléchargées, il faut mettre n'importe où. Parce que si vous mettez que sur l'Apple Store, vous ne pourrez pas installer VLC. On ne pourrait pas installer le logiciel que je suis en train de télécharger là comme VLC. On ne pourrait pas le faire. Donc, bien sûr, lorsqu'on rentre dans un menu un peu sensible, il faut ressaisir son mot de passe. Voilà. Par défaut, je pense qu'il est ici. Donc, il faut bien le laisser sur n'importe où. Hein. Oui. Comme ça, on peut installer le logiciel. File to Vault, c'est voilà, c'est une espèce de chiffrement. C'est-à-dire que si quelqu'un vous vole votre ordinateur, normalement, il ne pourrait pas lire les données s'il débranchait le disque dur du Mac et qu'il le branchait sur un autre ordinateur. Le coupe-feu, c'est-à-dire que ça permet de... pour ceux qui font un peu de réseau, c'est l'équivalent d'un pare-feu. Bon, il est désactivé, on pourrait l'activer. Oui, je pourrais l'activer. Ça rajoute de la sécurité. Il n'y a pas d'antivirus sous Mac. Alors là, c'est un éternel débat. Moi, je pars sur le principe que quand je vais dans un Apple Store ou que je vais chez Apple, ils mettent pas d'antivirus sur leur système. De mémoire, j'ai pas d'attaque virale marquante dans ces 5 dernières années sous un Mac. Ça alourdit le système. Je le déconseille. Mais bon, ceux qui veulent le faire, vous pouvez rajouter un antivirus. Tapez antivirus Mac, il y en a même des gratuits. Et confidentialité, c'est les logiciels, comment ils se comportent entre eux. Rien de très intéressant. Les options de recherche ici. Je rentre pas dedans. Notification pareil, hein, je vous laisse rien de. C'est un peu savoir quel type de notification vous choisissez.
CD DVD, c'est à l'insertion d'un CD et d'un DVD. Vous pouvez lui dire qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe. Moniteur, changer la résolution d'écran, la luminosité. Voilà, c'est un peu fort. C'est ici que vous allez pouvoir régler les options du. Hein. L'économiseur d'énergie, ben, c'est ici que vous choisissez au bout de combien de temps ben, l'ordinateur se met en veille, enfin l'écran se met en veille, l'ordinateur, etc. Clavier, ben, vous avez ici des options. Est-ce que vous voulez que les touches de répétition, c'est-à-dire est-ce que ça doit aller très vite quand vous appuyez deux fois sur la touche R, etc. Le texte, voilà, des options sur le clavier. La souris par contre, attardez-vous-y un petit peu parce que ça peut être intéressant de gérer de façon personnelle la vitesse. C'est plutôt le trackpad, pardon. La souris, il n'y a rien de très intéressant. Je pense à un trackpad, pardon. Trackpad, c'est ici. Vous allez apprendre à vous servir du trackpad pour ceux qui ont des MacBook Pro. Là, j'ai pas besoin de vous expliquer tout. Il y a la vidéo, quoi. Hein, voilà, avec quatre doigts, on, on peut lancer le mission contrôle. Vous voyez ce que je viens de faire. Voilà, il y a plein de raccourcis. Donc ça, je le conseille de le suivre. Imprimante et scanner, bah, c'est ici que vous allez pouvoir voir si vous avez des imprimantes. Je n'en ai pas. Le son, donc en général, on a besoin de monter ou baisser le volume, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin ici. Ici, c'est la partie réseau, donc je passe. Hein. Rien de très intéressant, mais bon, on peut quand même. C'est ici que vous allez pouvoir paramétrer tous les problèmes réseau. Ici, tous les problèmes d'utilisation, enfin d'utilisateur. Donc, vous allez pouvoir ici rentrer dans Time Machine. Le disque démarrage pour les gens qui veulent utiliser Mac et c'est ce que je fais, Mac et Windows. Si je veux redémarrer si j'ai installé Mac sur une deuxième partition. Donc, si je veux redémarrer sous Windows, pardon, je clique sur redémarrer. Là, je vais passer sous Windows. Dater, Time Machine, on en a déjà parlé, l'Apple Store, il y a quelques options sur l'Apple Store, et les groupes utilisateurs, on l'a vu tout à l'heure. Et ça, c'est des petits logiciels que j'ai rajoutés moi. C'est des petits paramétrages de logiciels comme Menumeter. C'est ce qui me permet d'avoir ici un visu sur la RAM qui est utilisée, le pourcentage de processeur. Et NTFS, c'est pour pouvoir écrire sur des clés USB ou des disques durs qui sont formatés au format Windows. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le préférence système. Donc on va retourner sur... hop, il ne reste plus beaucoup de batterie, donc on va essayer d'aller vite. On va retourner sur mon VLC, ça y est, je viens de le télécharger. Je clique dessus. Hop, je vais brancher le chargeur, comme ça on sera tranquille. Donc là, on déballe le cadeau, hein, c'est-à-dire le fichier qu'on vient de télécharger, on le déballe. Et ensuite, on va copier-coller le logiciel dans le répertoire application. Voilà, donc ça y est, là, il n'est pas installé encore, enfin, il est partiellement installé. On clique sur le logiciel et on le dépose dans application. Hop. Voilà, donc là, il y a une copie qui va se lancer. Voilà comment on installe un logiciel sous Mac. On télécharge un package d'installation qui s'appelle un .dmg. Et ensuite, on double-clique sur le .dmg et on glisse et on colle le logiciel qui s'appelle le nom du logiciel.app dans le répertoire application. Voilà, on ne peut pas faire plus simple, hein. Il n'y a pas de procédure d'installation. Enfin, ça peut arriver qu'il y ait des logiciels qui vous lancent un petit peu une procédure d'installation, un peu comme ça se passe sous Windows, mais sous Mac en général, ça se passe comme ça. Donc maintenant, quand on déroule l'application, on a bien VLC, on clique dessus, et notre logiciel, voilà, il nous dit est une application téléchargeable. Voulez-vous vraiment l'ouvrir? Donc ils n'aiment pas trop qu'on n'utilise pas l'Apple Store pour installer des logiciels. On rassure Mac, on lui dit oui, on sait ce qu'on fait, voilà, et on a notre logiciel. On a notre logiciel qui est ici. Donc là, si vous mettez un CD, un DVD, on pourrait, ou un fichier vidéo, on pourrait le lire. Alors ensuite, il y a un logiciel qui s'appelle... quand on veut nettoyer son Mac, ça peut arriver. Je pense notamment aux gens qui ont des MacBook Air avec des petits disques durs, des disques durs de 128 Go. Ça peut être intéressant de nettoyer de temps en temps son Mac. On peut récupérer des fois 20%, on peut récupérer jusqu'à entre 5 voire 10 Go de fichiers, on va dire en fichiers inutiles. Donc on installe un logiciel comme on l'a fait pour VLC. Vous tapez CCleaner Mac dans Google, il va sortir, il est gratuit, donc on n'a pas à le payer. Et vous allez pouvoir, alors vous cochez à peu près tout. Alors la seule chose que je vous déconseille de cocher, c'est les mots de passe enregistrés. Souvent on n'a pas forcément envie de les retaper, mais vous pourrez les cocher et vous mettez nettoyer. Et là, oui, et là, de façon assez tranquille, on va avoir alors il demande de fermer les navigateurs. Donc rappelez-vous, on ferme un navigateur ou un logiciel en cliquant sur son nom, quitter.
Voilà, on clique sur réessayer. J'ai pas fermé. Non, je l'ai pas fermé. Il est où mon... Enfin, ouais, là, du coup, là, vu que j'ai mis... Alors là, voilà, des fois, vous fallait le relancer deux, trois fois pour qu'il le ferme, voilà. Donc là, j'ai un Google Chrome aussi. Hop, pareil, hein, vous savez comment on fait. On clique dessus. Chrome, quitter Chrome. Alors s'il y avait un petit problème, si le logiciel ne voulait pas se fermer, vous avez pomme, forcer et quitter. Et ici, vous pouvez tuer n'importe quel logiciel. Voilà, si j'arrivais pas à faire mes VLC, forcer et quitter. En général, ça c'est radical, hein, ça ferme le logiciel, hein. Donc réessayer, voilà. Forcément, pour nettoyer les navigateurs, il a besoin que les navigateurs soient fermés. Donc là, c'est assez efficace. Tout va être, enfin, on va avoir un ordinateur qui va vraiment être nettoyé et comment dire, sans risque de bug ou enfin, pendant très très longtemps, on a cherché un logiciel qui était capable de nettoyer un système sans faire de corruption du système, notamment sous Windows, hein. Pour les gens qui utilisent Windows, je vous conseille fortement d'utiliser CCleaner, hein. C'est vraiment la référence mondiale. C'est le top, hein. Il n'y a pas mieux. Et sous Mac, j'avoue que j'en suis très content et il fait à peu près aussi bien ce qu'il fait sous Mac. Enfin, ce qu'il faisait sous Windows, il le fait aussi bien sous Mac. Donc il a presque fini. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour les gens qui ont des MacBook Air avec des petits disques durs, bon, quand on a un gros disque dur, c'est pas trop grave de pas trop le nettoyer. Mais quand on n'a pas beaucoup de place, bah, ça peut être sympa, de le faire nettoyer. Vous voyez, là, il m'a récupéré 300 mégas. C'est normal, je l'avais déjà fait il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, 300 mégas de choses qui sont inutiles. Il y a une deuxième option qui est très intéressante dans Outils, c'est désinstaller un programme. Donc comment on fait pour désinstaller un logiciel sous Mac? Alors, si je vous le montre comment c'est prévu sous Mac, par défaut, on ouvre le répertoire application et on glisse, on dépose son application dans la corbeille. C'est pas très orthodoxe, mais c'est comme ça que ça se passe, hein. Voilà, si je voulais désinstaller VLC, je le prends, hop, et je le glisse dans la corbeille. Donc vous imaginez bien que tous les fichiers qui sont liés à l'application, ben forcément, ils ne sont pas supprimés. Par contre, si je veux le désinstaller, si je passe par le désinstallateur de CCleaner, la désinstallation, elle est très propre. La seule chose qu'il a du mal à supprimer, c'est le raccourci. Et encore, non, il s'est encore amélioré, il a super bien supprimé le raccourci. Voilà. On peut aussi, quand on a plein de logiciels qui se lancent au démarrage, ici on peut les supprimer. Moi j'ai Dropbox et Google Drive, ça ne me dérange pas. Mais si j'avais Google Chrome, Firefox, je cliquerais dessus, je mettrais supprimer. Ça bloquerait leur lancement au démarrage. Et réparer les autorisations. Alors c'est pas une défragmentation, hein, c'est pas Mac n'est pas un cochon comme Windows et qui enregistre des fichiers partout, hein. Par défaut, tout est fragmenté sous Mac, c'est-à-dire tout est bien enregistré. Mais par contre, il y a des problèmes d'autorisation. Souvent, on peut avoir des messages d'erreur. Ça peut arriver avec le temps. Donc vous cliquez sur votre disque dur et vous mettez réparer les autorisations. Et ça répare vos autorisations. Effacer l'espace libre, écrire sur l'espace inutilisé sur le disque ou le volume pour empêcher les applications de récupération de disque de récupérer des fichiers supprimés. C'est plus de la sécurité cette option-là. Et les options, je vous laisse vous balader. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je pense qu'avec ce cours, vous êtes un utilisateur très avancé sous Mac, hein. Vous savez le nettoyer, vous savez installer, vous savez désinstaller, vous savez personnaliser votre bureau, vous savez mettre votre ordinateur à votre image. Je vous renvoie sur la formation pour stocker ces fichiers en ligne. Et, je vous ai montré comment sécuriser son système, c'est-à-dire en cas de plantage avec Time Machine. Mais ces données, je vous renvoie à la vidéo sur le logiciel de Dropbox, les logiciels de gestion de cloud, qui sont exactement les mêmes que sous Windows ou sous Mac. L'utilisation est quasi identique. Donc voilà, avec ce cours, avec ces 3-4 cours que vous avez suivis sous Mac, normalement, tout devrait bien se passer. Voilà, puis si vous avez moins de problèmes, vous pouvez revoir les vidéos ou taper dans Google vos problèmes en mots-clés en général, vous trouverez une solution. Merci beaucoup, au revoir.